Et on va accueillir le docteur Delphine Pro, qui est chercheuse et épidémiologiste et qui va nous parler d'une étude réalisée à Lyon dans le cancer du sein. 15 minutes de présentation. Je vais regarder le countdown. Merci beaucoup. Du coup, je pense que là, on a eu un beau contexte pour que je puisse vous parler d'une étude épidémiologique. Donc là, on va rentrer plutôt dans le sujet de comment est-ce qu'on étudie l'effet de ces expositions environnementales sur le cancer. Et moi, je me suis intéressée particulièrement donc, aux effets de la pollution de l'air sur le risque de cancer du sein. Et donc, je vais vous parler des résultats d'une étude cas témoins nichée dans la cohorte française E3N Génération que nous avons effectivement menée au département prévention cancer environnement du Centre Léon Bérard à Lyon. Donc, comme on en a parlé déjà dans les présentations précédentes, donc la pollution de l'air, c'est tout à fait un sujet au centre de l'actualité qui est couvert quasi quotidiennement dans les journaux nationaux et régionaux. Donc là, je vous ai mis des petits imprimes écran que j'ai trouvés hier sur la pollution de l'air à Paris et puis en France. Donc, ces jours-ci, on en parle beaucoup, notamment avec l'incendie qui a eu lieu en début de semaine là, à Paris, et puis aussi avec l'histoire des ZFE, et puis tout simplement parce que c'est un sujet qui intéresse et qui intéresse aussi la communauté scientifique. Ici, vous pouvez voir un graphique qui montre l'évolution des publications scientifiques sur le sujet pollution de l'air et santé, et on voit que c'est un sujet qui scientifiquement aussi intéresse et qui se publie. Donc la pollution de l'air, donc c'est un mélange complexe de multiples polluants qui sont à la fois des gaz et à la fois des particules et qui proviennent de multiples sources qui peuvent être résidentielles, liées au trafic, industrielles, liées à l'agriculture et puis aussi des émissions naturelles. Et donc ici, je voulais schématiser avec quatre photos. On a en premier le smog à Londres en 1952. Donc là, c'était des émissions de pollution de l'air très importantes qui étaient liées à des conditions météorologiques. Donc c'était un moment où il a fait très froid à Londres. Et donc, les personnes ont utilisé beaucoup le chauffage, se sont beaucoup chauffées, notamment avec le charbon, et puis couplé avec les industries qui utilisaient le charbon à Londres. Et puis, le manque aussi de vent, il y avait un anticyclone à ce moment-là sur Londres, a fait qu'il y a eu une pollution de l'air énorme et qui a engendré 12 000 décès attribuables à cette pollution. On peut voir aussi la pollution de l'air à New Delhi, donc dans un complètement autre territoire, à une autre époque, qui est très liée donc, au trafic, aux utilisations des produits agricoles et puis industriels. Et puis on peut voir aussi la pollution de l'air à Paris, surtout liée ici à la pollution de l'air et notamment dans des moments où il fait très froid et très sec. Et puis la toute dernière photo, c'est une photo qui n'est pas du tout photoshopée, qui est là liée à des expositions plus naturelles, les brumes de sable du Sahara. Et donc à Lyon, on a eu une période où le ciel était jaune, enfin tout ce qu'on voyait autour de nous était jaune et qui était lié du coup de manière complètement naturelle à ces poussières du Sahara liées à des vents importants qui ont fait remonter cette pollution. Donc c'était pour vous rendre un peu de manière imagée l'idée que c'est une problématique et qui est complexe du fait de ces multiples polluants et de ces multiples sources. En ce qui concerne les tendances en termes de concentration, donc là, ici en France, on voit qu'il y a quand même une baisse des concentrations moyennes des pollutions, sauf pour l'ozone. Donc l'ozone, c'est la ligne orange que vous voyez plutôt en haut, qui est fortement liée à l'ensoleillement et aux températures. Et du fait du réchauffement climatique, ce polluant ne diminue pas, tandis que les autres polluants ont tendance à diminuer grâce notamment à des efforts de réglementation qui ont été faits au niveau des industries et puis de l'automobile. Et donc, ces pollutions baissent. Et puis, vous pouvez voir sur la droite de la slide plutôt la contribution de chaque... donc de l'industrie, la contribution du secteur résidentiel, de l'agriculture et des transports en fonction des différents polluants qu'on peut étudier. Et donc, on voit que l'industrie joue un rôle important pour les émissions de dioxyde de soufre et puis de métaux. En ce qui concerne les particules, la source principale, c'est les sources résidentielles, donc notamment le chauffage au bois, l'utilisation de chauffage au bois qui contribue énormément
aux concentrations en particules et notamment les particules 2,5, les particules fines. Pour l'agriculture, elle contribue beaucoup. NH3, c'est l'ammoniac et notamment les nitrates d'ammonium, donc viennent surtout de l'agriculture. Et puis le transport contribue beaucoup plutôt aux oxydes d'azote et notamment le NO2. En ce qui concerne les expositions de la population, donc en France, on considère que 40 000 décès par an sont attribuables à la pollution de l'air. Donc ça, c'est des résultats de Santé publique France, donc qui correspondent quand même à 7% des décès annuels. Et on considère que plus de 90% de la population mondiale vit au-dessus des seuils recommandés par l'OMS. Et ici, je vous ai mis une petite infographie de Air Paris, qui est l'ATMO, qui se charge de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Et on peut voir justement que, effectivement, en fonction de chacun des polluants où nous sommes le plus exposés, eh bien, nous sommes, en Île-de-France, en tout cas, la population est bien au-dessus des seuils recommandés par l'OMS, malgré ces tendances à la baisse qu'on peut voir sur ces différents polluants. Et alors maintenant, en ce qui concerne le cancer, donc Béatrice vous l'a expliqué tout à l'heure, le Centre de recherche sur le cancer a considéré la pollution de l'air et a classé comme cancérogène certain la pollution de l'air, notamment pour le cancer du poumon. Et donc moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les effets sur le cancer du sein. Et donc là, il n'y a pas eu encore de consensus sur l'effet de la pollution de l'air sur le cancer du sein, mais il y a quand même pas mal d'études dans la littérature qui ont montré des effets sur ce cancer. Et donc, du coup, moi, je travaille sur des études pour apporter plus de résultats pour qu'on puisse classer ou non la pollution de l'air comme cancérogène sur le cancer du sein. Donc, pourquoi le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France et dans le monde. Donc, on estime que qu'il y a plus de 60 000 nouveaux cas en France en 2023 et 12 100 décès par cancer du sein en France en 2018. Et puis, parmi les nouveaux chiffres du Centre international de recherche sur le cancer, on sait maintenant que la France est classée au premier rang mondial pour l'incidence de ce cancer. En ce qui concerne les principaux facteurs de risque de cancer du sein, donc on a les facteurs génétiques, des facteurs hormonaux et puis aussi les facteurs comportementaux. Mais l'augmentation de l'incidence de ce cancer durant les 30 dernières années notamment laisse à penser un effet des expositions environnementales. Donc pour étudier cette question et notamment la question de la pollution de l'air, nous nous sommes basés pour notre étude sur la cohorte E3N Génération, qui est une cohorte de 100 000 femmes qui sont des femmes adhérentes à la MGEN. Elles sont rentrées dans cette cohorte en 1990 et elles sont encore suivies aujourd'hui. Elles reçoivent à peu près tous les 2-3 ans des questionnaires qui permettent de mettre à jour leur état de santé et puis de mettre à jour certains facteurs comportementaux. Et puis donc nous, on a dans cette étude mené une étude cas témoins nichée, c'est-à-dire qu'on a inclus tous les cas de cancer du sein diagnostiqués de 1990 à 2011. Et pour chaque femme ayant un cancer du sein, on lui a apparié une femme non malade, donc un témoin, pour pouvoir comparer leurs expositions. Et donc, grâce à la cohorte 3N, on bénéficie de nombreuses données, notamment comportementales, mais aussi grâce à l'envoi des questionnaires postaux, des adresses de ces femmes. Et donc, avec ces adresses, on a pu les géocoder, donc les placer sur une carte. Et puis, on a pu aussi, dans ce projet, travailler à produire des cartes de concentration à différents polluants. Donc, on a choisi des polluants d'abord perturbateurs endocriniens pour lesquels on suspectait un effet potentiel pour le cancer du sein, mais aussi des polluants pour lesquels nous sommes quotidiennement exposés et qui sont des marqueurs de la pollution de l'air, comme le dioxyde d'azote et les particules. Et donc, grâce à ces cartes de concentration, on a produit des cartes tous les ans, des cartes de moyenne annuelle de concentration. Et en les superposant avec les cartes de géolocalisation des femmes, on a pu estimer une exposition annuelle des femmes de 1990 jusqu'à la date de diagnostic du cas pour ainsi considérer leur exposition à la pollution de l'air. On est allé un petit peu plus loin dans ce projet en voulant tenir compte, donc comme Robert Barouti en a parlé, de cette exposition multiple à des polluants. Donc, dans l'étude Xener, on avait d'abord étudié l'effet de chaque polluant sur le risque de cancer du sein. Et ensuite, dans cette étude, qui est donc une étude ancillaire, l'étude EMAPS, on a voulu étudier cette exposition multiple à ces 8 polluants.
Et puis, on a voulu aussi tenir compte du fait que nous ne sommes pas exposés à la pollution uniquement aux adresses résidentielles, mais aussi aux adresses professionnelles et surtout durant les trajets domicile-travail. Donc, on a envoyé des questionnaires aux femmes de l'étude pour qu'elles puissent nous donner toutes leurs adresses professionnelles et des données aussi sur leur trajet, puisque finalement, quand on va à son travail et quand on y revient, c'est des moments où les pics de pollution sont fréquents et on est exposé à des concentrations bien plus élevées que le reste de la journée. Donc, on a voulu aussi tenir compte de cette exposition plus globale dans un autre projet ancillaire qui est le projet APOPCO. Et donc, si j'en viens aux résultats de ces études, donc d'abord en termes descriptifs des expositions, on a bien noté pour les femmes de l'étude une baisse des expositions aux différents polluants qu'on a étudiés. Donc là, ici, on voit en haut à gauche les expositions au benzoapyrène, puis à côté au polychlorobiphényle 153. Et puis en dessous, vous avez les expositions aux particules fines et puis au dioxyde d'azote. Donc même si ça a baissé, on voit quand même que les femmes, tout au long du suivi, elles ont été exposées au-dessus des seuils définis par l'OMS. Et puis les résultats des associations ont montré qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein observée ou suggérée pour 6 des polluants que nous avons étudiés. Et bien sûr, ces analyses sont ajustées sur différents facteurs, notamment sur l'éducation comme proxy du niveau socio-économique. Et donc, pour aller plus loin sur cette étude multi-exposition, le fait de prendre en compte le mélange a aussi montré un effet sur le risque de cancer du sein, et notamment pour les femmes qui étaient fortement exposées au dioxyde d'azote, aux particules et au PCB, qui sont donc les femmes, tout à l'heure Béatrice montrait cet exemple-là, qui sont, quand on voit sur la carte, les femmes qui vivaient particulièrement en région parisienne et en région lyonnaise. Et donc, elles ont un risque plus élevé que les femmes qui vivent dans des régions moins exposées à ces polluants. Et puis ensuite, comme résultat par rapport à l'étude qui a permis de tenir compte des expositions à la fois au lieu de résidence, aux adresses professionnelles et puis durant les trajets, cette étude, elle a montré que quand justement on ne tient pas compte de ces autres moments de la journée, on sous-estime l'exposition globale des sujets. Donc ça montre que pour les études à venir, il est important d'en tenir compte. Et que l'ajout de ces expositions à d'autres moments de la journée confirmait les associations qu'on avait pu trouver, notamment pour les particules et le dioxyde d'azote, parce que pour cette étude, on s'était limité à ces 3 polluants qui sont des polluants importants pour la partie trajet de nos femmes. Donc, quelles sont les perspectives de recherche maintenant sur pollution de l'air et cancer du sein? Donc, de prendre en compte cette idée de l'exposome vie entière. Donc, quand on a renvoyé un questionnaire aux femmes de l'étude, on leur a aussi demandé de nous donner toutes leurs adresses depuis leur naissance, pour permettre d'avoir une exposition tout au long de la vie, vraiment vie entière, et surtout de pouvoir tenir compte des périodes de sensibilité critique, qui sont des moments de la vie où la femme est plus sensible aux expositions et pendant lesquelles les expositions peuvent avoir un effet accru sur le cancer du sein. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette exposition vie entière. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas de données de pollution avant 1990. Et donc dans cette étude, on est en train de développer un indicateur des expositions à la pollution de l'air qui se base plutôt sur la commune résidentielle et qui utilise par exemple les densités de population, etc., comme proxy des expositions à la pollution de l'air. On souhaite aussi prendre en compte de manière plus fine la pollution. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'il y a d'autres polluants qui ont peut-être des effets sur le cancer du sein. Et donc l'idée, c'est d'en tenir compte, notamment les composés des particules. On s'y intéresse au black carbone, au nitrate d'ammonium, qui sont des polluants émergents et qui semblent avoir des effets aussi sur le cancer. Il y a l'ozone aussi qui nous intéresse particulièrement du fait que ce polluant ne diminue pas et, avec le réchauffement climatique. Et puis aussi les pics de pollution. On suspecte aussi que des personnes qui sont exposées à des pics, donc à des moments où du coup les niveaux de pollution sont extrêmement élevés, est-ce qu'elles n'auraient pas des risques plus élevés de cancer du sein? Et puis, grâce à la cohorte E3N génération qui se développe, maintenant, ils ont inclus les autres générations de la cohorte, donc les enfants des femmes sur lesquelles on a déjà travaillé. Et puis même, il y a l'idée d'inclure aussi les petits-enfants et de voir si il y a un effet intergénérationnel de la pollution de l'air. Est-ce que cet effet néfaste de la pollution de l'air se transmet sur les générations suivantes? Donc ça, c'est une perspective de recherche que nous avons dans l'équipe. Et puis voilà, j'en ai terminé.
Merci beaucoup pour ce topo très synthétique mais très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'en ai une, juste une petite. Est-ce que du coup, suite à ces résultats, vous avez, au niveau clinique, informé les patientes ou mis en place des choses pour diminuer les expositions des femmes ou des campagnes de communication dans votre centre, Léon Bérard? Oui, oui, bah ça c'est quelque chose qui est important pour nous de pouvoir communiquer nos résultats au grand public. Donc il y a pas mal d'événements qui sont organisés au Centre Léon Bérard et puis on a une équipe qui travaille avec nous sur justement l'information des publics, donc sur le portail Cancer Environnement que Béatrice vous a montré tout à l'heure à la fin de cette présentation. On fait en sorte de faire de la vulgarisation, de faire des fiches aussi pour expliquer chaque polluant, quel effet ça peut avoir, qu'est-ce qu'on mène comme étude sur les sujets, quels ont été nos résultats. Et puis aussi, la cohorte 3N a organisé un moment aussi où on a pu montrer nos résultats aux femmes de la cohorte et ça les a vraiment intéressées, c'est notamment cette présentation sur la pollution de l'air. Donc voilà. Oui, oui, y aurait-il des recommandations à faire dans les populations exposées particuliers? Par exemple, pour les particules fines, pour l'exposition pour le mode de vie, etc. Y a-t-il une attitude préventive à faire? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations pour tout ce qui est pollution de l'air intérieur. C'est un peu plus difficile d'avoir des recommandations pour la pollution de l'air extérieur. On ne peut pas proposer aux gens de déménager pour vivre dans des milieux moins exposés. Par contre, effectivement, d'être attentif à l'actualité sur les pics de pollution, que ce soit des moments où on va peut-être faire attention à moins sortir, moins faire d'activité physique, quand on est peut-être plus à risque pour les jeunes enfants, pour les femmes enceintes, pour certaines personnes âgées ou des personnes qui ont des maladies respiratoires, d'éviter justement de sortir dans des moments de pic de pollution. Alors, en particulier pour les jeunes filles qui ont des facteurs de risque particuliers, y a-t-il une attitude préventive à avoir? Ouais, je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas encore beaucoup de communication là-dessus mais effectivement, faire attention aux pics de pollution, ça c'est une première manière d'éviter d'être trop exposé. Oui, exactement. Et peut-être pour compléter, effectivement, aujourd'hui, la pollution de l'air n'est pas classée avec un lien causal pour le cancer du sein. Donc, le CIRC, il a prévu de mettre à jour sa monographie sur la pollution de l'air. On espère que nos études, qui sont très cohérentes avec des études réalisées en Angleterre, aux États-Unis, seront prises en compte pour qu'il y ait une évolution du classement de la pollution de l'air avec aussi un lien causal pour le cancer du sein, premièrement. Deuxièmement, dans le travail que Delphine a montré, ça a fait l'objet d'une thèse, on a modélisé les expositions lors des déplacements en ville en validant ça avec des capteurs. Donc, on a équipé une vingtaine de sujets sur différents trajets de la ville, domicile, travail, domicile, université, etc., avec voiture, à pied, en bus, métro, etc., de capteurs pour voir quels étaient les modes plus exposants. Et on a un projet avec la métropole de Lyon et Atmo pour en fait intégrer ces notions-là, peut-être à terme, dans quelque chose, pas uniquement pour les patients, mais bien sûr pour les patients aussi, de recommandations sur les trajets aussi. Est-ce que j'accepte de faire un détour, mais d'être sur une voie un peu moins exposée, notamment lorsqu'on est, ce qui nous gêne un peu dans les données qu'on a obtenues, que les moins exposés aujourd'hui avec les voitures qu'on peut complètement fermer, c'est les gens en voiture. Ceux qui sont assez exposés, c'est ceux dans les modes vélo, puisqu'ils sont dans le tracé de la route, mais aussi dans les bus, puisque ça ouvre et puis ça stagne après à l'intérieur. Les piétons, un petit peu moins. Et puis aussi dans le métro, parce que là aussi, ça reste. Donc, de donner des recommandations aussi par rapport à voilà, des circuits. Et effectivement, comme tu dis, on ne peut pas demander aux gens de déménager, mais on peut essayer de, à la fois, ce qu'on fait aujourd'hui, le transfert de connaissances aux acteurs des politiques publiques, ça c'est très important, et puis d'informer aussi les publics.
On a une question, En ligne. ouais, une question du docteur Hudson. Et je propose peut-être que ce soit la dernière question pour maintenant. Merci, merci. Je vous remercie pour cette très belle présentation. Vous avez mentionné les nitrates d'ammonium et le carbone noir. Je pense que c'était le black carbon. Que faire pour éviter cette exposition spécifique de ces deux éléments? C'est justement des polluants qui commencent à nous intéresser. Et donc pour le moment, pour éviter d'être exposé, j'aurais pas vraiment de recommandations, mais c'est justement le but de ces études-là, c'est de commencer à voir aussi pour ces polluants-là, est-ce qu'il y aurait un effet sur le risque de cancer du sang. En tout cas, les principales sources d'émissions du black carbon, c'est plutôt donc le trafic, les moteurs diesel. Et pour les nitrates d'ammonium, c'est plutôt l'agriculture. Toute dernière est très, très rapide. Ouais, le temps passe, sinon on n'arrivera pas à écouter les derniers exposés. Comment les critères d'OMS ont été évalués? Parce que souvent, la référence, c'est les critères OMS. Mais comment ont-ils été évalués? Comment ont-ils été décidés par l'OMS? Eh bien, je pense plutôt… Critères, parce que c'est des niveaux à chaque fois. On est au-dessus, on est en dessous. Mais ouais, comment ils ont fait pour évaluer? Eh ben justement, avec les différentes études épidémiologiques qui ont pu être faites, ainsi que les études toxicologiques. Qu'est-ce que vous pensez du port du masque comme on le voit faire dans beaucoup de pays asiatiques? Et de quoi protège le masque? Oui, alors il existe des masques, je ne sais plus lesquels, je dirais les FFP2, je crois, qui effectivement peuvent protéger contre certaines particules assez grosses quand même. Et effectivement, ça avait été montré que certaines particules peuvent être, ça peut permettre de faire barrière à certaines particules. Merci beaucoup. On va devoir enchaîner.